On va parler donc de la ligne de temps en PNL. Alors, je vous parle de la ligne de temps en PNL. Je me suis accordé, et là je vais vous l'expliquer pourquoi, des libertés par rapport à ce qui est expliqué normalement au niveau de la PNL. Pourquoi? Parce que la PNL, ça date des années 70, et il y avait des manières de faire dans les années 70 qui, vous savez, les neurosciences, comme je le disais, ça avance pas mal, et il y a des choses qu'ils ont dit dans la PNL de comment on faisait, et les neurosciences ont dit non, mais ça, il faut pas le faire. Alors, en fait, l'idée, c'est que dans la PNL, ce que la PNL disait par rapport à la ligne de temps, et notamment par rapport à différents protocoles qu'on a vus, et c'est comme ça qu'ils sont expliqués les protocoles sur les cours de PNL, mais moi je vous explique pourquoi on ne va pas les faire exactement sur l'intro de la même manière que les cours le disent. Dans les cours de PNL, que vous ayez un squash sur la ligne de temps, un changement d'histoire, une réempreinte, un destructeur de décision, à chaque fois, qu'est-ce que les protocoles vous disent, et je pense que c'est comme ça que ça doit être écrit dans vos cours, c'est que la personne, elle est donc sur son moment présent, et compte tenu de ce qu'elle vit de limitant, par exemple une croyance limitante ou une émotion limitante, etc., comment faisait la PNL? On mettait un ancrage, par exemple sur l'épaule, là où la personne elle était en connexion avec cette émotion limitante ou cette croyance limitante, elle fermait les yeux. Et en PNL, qu'est-ce qu'on faisait faire? Et ça se fait encore beaucoup comme ça dans beaucoup d'organismes. On lui demandait de reculer sa ligne de temps, de trouver un événement souvenir. Ah, j'ai ça qui revient. Sur la ligne de temps, on notait un titre pour dire ok, le titre de tel événement. Continue de reculer. Hop, la personne reculait. Ça y est, j'ai un autre souvenir qui me vient. On ne faisait pas raconter à la personne, on mettait un titre jusqu'à trouver l'événement vraiment d'origine. Alors, je vais dire le bien et le pas bien. Le bien, c'est qu'effectivement, ça fonctionne bien parce que neurologiquement, on a bien, par rapport à l'émotion limitante ou la croyance limitante, on a bien effectivement, neurologiquement, on arrive bien à retrouver un petit peu le fil, comme ça en faisant la régression. Et c'est pas mal parce que pour le coup, c'est vrai que ça va permettre de bien retrouver l'émotion. Donc, dans ce que je veux vous dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, parce que des fois ça marche et c'est super. Maintenant, par rapport à ce que disent les neurosciences et pourquoi du coup moi, je ne le fais pas de cette manière, et quand je le fais de cette manière, c'est quand vraiment je suis sûr qu'on ne va pas tomber sur un trauma et que la personne surtout, qu'elle est bien équipée dans son développement personnel avec vraiment de la ressource, c'est-à-dire que la personne, elle sait bien gérer ses émotions, elle sait bien se remettre, si elle, à un moment donné, elle est un peu en vrac, elle arrive bien à se réaligner, se remettre en état ressource, et qu'elle me dit, par exemple, j'arrive pas vraiment à retrouver d'où ça vient, mais j'aimerais bien, mais que j'ai déjà modélisé que la personne, elle était suffisamment bien constituée de manière forte pour pouvoir l'utiliser de cette manière, ça peut vraiment marcher. Moi-même, j'ai eu des fois des trucs où je me disais merde, je ne sais pas d'où ça vient. J'étais en contact avec un déclencheur qui me mettait dans une émotion négative et je me disais je vais en profiter entre moi et moi-même d'être dans cette émotion négative pour me dire mais d'où ça vient cette émotion quand je suis en contact avec cette émotion négative, qu'est-ce qui me revient, d'où ça vient. Et c'est vrai que ça marche très bien. Maintenant, pourquoi les neurosciences en fait déconseillent de faire ça? Alors ça ne va pas être pour tout le monde, mais ça va être pour des gens qui vont être clivés. Donc les gens clivés, j'en avais parlé dans le praticien PNL du clivage et du trauma. C'est des gens qui ont vécu donc, sur leur ligne de temps. Donc là on a effectivement, on va avoir le présent. Donc, la PNL, qu'est-ce qu'elle disait de faire? Je reviens juste sur l'explication. Dans la PNL, c'était de dire, tu t'associes à ton émotion négative et tu recules et tu trouves un événement, tu mets un titre, tu recules, tu mets un titre, tu recules, tu mets un titre, et puis là tu recules et puis tu trouves vraiment la scène d'origine. Chez les gens qui sont clivés, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous fais donc je vous refais un petit dessin du cerveau. Je dessine très très mal. Donc là, vous avez le cortex qui
serait vraiment au niveau du front. Et ici, on va dire, je dessine très très mal. Mais il est content. Voilà, vous avez donc l'amygdale, qui est le siège des émotions, et juste à côté de l'amygdale, donc ça c'est ça qui est important, vous allez avoir ici, ça fait un truc comme ça, c'est l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est ce qui organise justement la mémoire, les souvenirs, etc. Et vous allez avoir ensuite le système, ça va être relié dans le système nerveux. Hein. Derrière la tête, dans la colonne vertébrale, vous avez tout le système nerveux. Pour quelqu'un qui vit du trauma, en fait, il y a ici ce qui s'appelle du clivage. C'est-à-dire que le souvenir, la personne elle est incapable de s'en rappeler. Donc, il s'est passé peut-être quelque chose qui est de l'ordre du trauma, qui est dans son passé, et la personne, c'est tellement insupportable de s'en rappeler et d'y repenser, que l'inconscient s'est dit « Ah non, mais on va pas juste se dissocier, on va carrément oublier ce truc, parce que si tu t'en souvenais, ça serait pas possible de composer avec la vie, de te dire que tu as vécu un truc aussi horrible, tu vas pas pouvoir être bien. » Donc le cerveau, il est hyper bien fait, le cerveau humain, parce que quand c'est trop douloureux et que la personne n'est pas suffisamment équipée, en bon état ressource pour le faire, le cerveau, il clive. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur la psychopathologie, qui n'est pas de la PNL. Et en psychopathologie, on parle de clivage, c'est-à-dire effectivement, le souvenir, il est clivé, il est complètement mis dans l'inconscient, il est complètement oublié et on ne s'en rappelle pas. Et ça, le clivage, c'est donc un mécanisme, ce qu'on appelle en psychopathologie, un mécanisme de défense. Donc de défense parce que je ne pourrais pas être en capacité de m'en souvenir. Donc pour se défendre d'un truc qui risquerait de me faire trop mal, je vais le cliver, je vais l'oublier. Quand vous allez avoir quelqu'un qui va utiliser la régression, comme le dit la PNL, on régresse petit à petit, etc., avec quelqu'un qui est clivé, ben, qu'est-ce qui se passe? On contourne le mécanisme de défense, puisque la personne elle a les yeux fermés, elle a l'ancrage négatif, on régresse comme ça, et effectivement, ça va à un moment donné lui rappeler en mémoire le souvenir que l'inconscient ne voulait surtout pas se rappeler, et donc ça va très bien marcher, mais le problème, c'est que ça marche tellement bien que du coup, ça fait péter les barrières du mécanisme de défense. Et comment ça s'appelle derrière quand les mécanismes de défense ils sont pétés? En fait, en psychopathologie, on appelle ça faire une décompensation psychique. Donc le clivage, il est là pour éviter la décompensation. Et donc une décompensation, ça veut dire que le mécanisme de défense qui était là pour protéger la personne, il n'y est plus. Et comme du coup, il n'est plus là, ça décompense et donc la personne, elle, soit dans le meilleur des cas, elle est prise d'un fou rire, enfin en tout cas il y a un truc complètement incongruent. Vous savez, quand on décompense, c'est quand ça peut nous le faire des fois en formation, on a vécu une semaine difficile, on est fatigué, et puis on arrive et puis on dit mais qu'est-ce qu'il fait? Je rigole et tout. Et ça c'est un signal de décompensation, oui, c'est-à-dire en fait là j'en peux tellement plus, je suis tellement crevé, je suis tellement fatigué, putain je suis en train de décompenser, vous voyez il y a un truc qui lâche quoi. Alors ça c'est une décompensation gentillette, vous voyez c'est sympa, on a tous plus ou moins fait selon des niveaux de fatigue etc. Ça veut dire que je suis en train de décompenser quoi, tout mon stress, je suis en train de le décompenser. Maintenant, quand c'est des décompensations psychiques qui viennent réveiller du trauma, vous n'allez pas trop avoir ça. Vous allez avoir des gens qui vont vraiment, qui peuvent d'un coup se mettre à pleurer, être complètement, on n'arrive plus à les récupérer, ou alors, et vraiment qui sont hyper mal, on n'arrive pas du tout à les récupérer. Donc moi je crains dans ces cas-là d'utiliser les techniques de PNL telles qu'elles ont été enseignées dans les années 70, parce que je me dis, mais putain, et si on fait régresser la personne et on tombe sur un truc où la personne elle se met à décompenser et on n'arrive plus à la récupérer derrière, et pour avoir discuté avec un formateur ami d'un centre de formation qui ne connaissait pas ce truc, et qui expliquait, j'étais en lien avec une de ses clientes, et qui me disait j'ai très mal vécu, on a fait un changement d'histoire, j'ai pas pu finir, j'ai très mal vécu.
Ah oui, et pourquoi tu as très mal vécu? Bah parce que du coup, j'étais pas, ça m'a fait remonter un souvenir que j'avais complètement oublié. J'étais pas en mesure, et bon, nous là, on est en formation, hein, et nous en formation, mais moi en tant que formateur, je veux pas prendre le risque, comme vous êtes plusieurs et que vous êtes en train d'apprendre des outils. Et moi, je trouve que c'est pour ça que c'est un peu dangereux, parce que du coup, les stagiaires, ils apprennent des outils de la PNL, ils régressent, ils se mettent des ancrages et tout, mais on ne sait pas en fait. Alors, généralement, hein, 95% du temps, ça se passe super bien, mais il suffit des 5% des gens sur qui ça se passe mal pour vous retrouver à faire du coup un protocole, et puis vous dites, merde, le stagiaire, il n'est plus du tout en mesure de pouvoir ensuite se dire, je me remets sur pattes. C'est à mon tour maintenant d'accompagner quelqu'un, alors je suis en pleine décompensation et que je suis hyper mal, quoi. Et ça peut aller jusqu'à faire une décompensation après physique, hein. Il peut faire une crise cardiaque, une embolie pulmonaire, ou, voilà, le lendemain. Parce que du coup, c'est le corps après qui... Comment? Non, merci. Non, mais voilà, ça peut aller vraiment jusque-là. Et là, la personne auquel je pense, le lendemain du stage, le SAMU est venu et tout, elle a fait une embolie pulmonaire. Et du coup, alors peut-être que c'est en lien avec ça ou pas, hein, peut-être pas, mais du coup elle s'est dit, ah peut-être qu'il y a eu un truc qui fait que c'était tellement violent, mon corps, il a à un moment donné, comme on dit, le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique, on dit en PNL, peut-être hein, qu'il y a quelque chose, pas sûr, hein, mais peut-être. Mais donc du coup, effectivement, ça peut être vraiment risqué. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est donc ne pas faire comme ça. Donc, je vous expliquerai comment, en psychothérapie, les thérapeutes y font. Quand ils font des lignes de temps, ils ne font pas comme ça. Comment ils font les thérapeutes dans les thérapies classiques qui ne sont pas forcément de la PNL? Ils font ce qui s'appelle une anamnèse. Et une anamnèse, c'est de dire à la personne, on va plutôt partir de ton passé, on ne va pas te mettre en hypnose, hein, tu vas en parler dissocié, comme ça. Et tu vas remonter, tu vas me dire quand tu es né, donc par exemple, quand tu étais enfant, quand tu arrives au monde, tu avais déjà des frères et sœurs, raconte-moi, oui, ou j'avais par exemple ma famille, j'avais eu une sœur qui était décédée, moi je suis arrivée après, mes parents ils étaient encore endeuillés. Ok, et du coup on commence à noter les événements. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que tu te souviens? Et on va remonter la ligne de temps, mais de manière vraiment chronologique. Chronologique et méta, c'est-à-dire dissocié. En quoi c'est utile de faire dans ce sens-là, c'est-à-dire donc du passé au futur, et non pas, comme la disait la PNL, du futur au passé, c'est que ici vous avez l'hippocampe, et que l'hippocampe a besoin d'organiser les souvenirs, et ce qui est réparateur pour une personne, c'est de pouvoir, dans sa mémoire, reconstituer son histoire et se dire, ok, ça, d'ailleurs en psychotraumatologie, quand on fait de la psychotraumatologie, quand la personne nous parle d'un souvenir, on essaye de le redater, on dit c'était à quelle époque, quelle année, est-ce que tu te souviens du jour, on va mettre une date, parce que l'hippocampe, pour pouvoir réguler et reconstruire son histoire en étant bien avec notre histoire, l'hippocampe a besoin de reclassifier les trucs correctement dans le temps. Et donc, encore une fois, danger de faire une régression en partant du présent au passé. Pourquoi? Parce que pour l'hippocampe, les neurosciences, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Que ça déconstruit. Puisque du coup, le cerveau, lui, il fonctionne bien du présent au futur, il ne fonctionne pas du futur au passé. Le cerveau, il ne sait pas trop faire. Donc quand on fait des régressions comme ça, du présent au passé, ça déconstruit l'hippocampe, et la personne, justement, elle est encore plus perdue, parce qu'elle est encore plus à dire, je ne sais plus, c'est pas naturel. Donc pour ne pas prendre de risques, et de quelle manière on va monter une ligne de temps, si on sort un peu de la PNL et qu'on met un peu plus sur les neurosciences et la psychopatho, c'est au contraire de se dire, et pas en état hypnotique, donc ça veut dire que s'il y a des mécanismes de défense, on va les respecter, on ne va pas chercher à les contourner, et on va dire, qu'est-ce que tu te souviens quand tu es arrivé au monde, tu avais des frères, des sœurs, tes parents ils étaient divorcés ou pas, ensuite c'est quoi que tu te souviens à la maternelle et la personne elle vous amène d'elle-même les événements qui lui ont été marquants. Elle va dire, par exemple quand j'avais 6 ans, j'en sais rien, je suis tombée, je me suis cassé les dents, et du coup à l'école tout le monde se moquait de moi parce que j'avais plus de dents de devant, et tout le monde se moquait de moi, donc je n'osais pas parler par exemple. Donc là vous allez marquer, ok, dents cassées, à peu près tu avais 6 ans,
Et croyance que je risque d'être humilié si je me montre, tout le monde risque de se moquer de moi, humiliation par exemple. Donc vous écrivez, ok, il y a peut-être une petite blessure d'humiliation par là. Et vous remontez. Ensuite, qu'est-ce que tu te souviens? Alors je me rappelle, ah oui, j'avais 9 ans. Un jour, je suis passée au tableau et la maîtresse, elle a dit, nanana. Et vous remontez. Donc vous allez reconstruire de manière chronologique la ligne de temps. Alors toujours en lien, on va demander le petit indicateur au départ de dire à la personne, par rapport à l'objectif que tu travailles, qu'est-ce qui te revient qui pourrait être de l'ordre du frein? Parce que sinon la personne elle va refaire toute sa vie en entier. Mais c'est compte tenu de ce frein-là que tu as dans ton état présent, dans tes difficultés par rapport à ton objectif, quels seraient les événements qui te reviendraient qui pourraient être en lien? Et des fois la personne elle va vous dire, j'ai un truc mais je vois pas le rapport, mais ça me vient quand même. Et bien c'est pas grave, vas-y donne. Puis ça se trouve il n'y aura pas de rapport. Puis ça se trouve, vous allez creuser, vous allez dire, bah si, puisque regarde dans cet événement, tu as eu cette conclusion-là, et finalement c'est la même croyance que tu as aujourd'hui. Donc c'est pas mal parce que ça met du méta, et ça permet de respecter, s'il y a des mécanismes de défense, on les respecte, on n'y touche pas. La personne, elle s'est organisée comme ça, et on pose, et comme ça au moins on n'a pas de risque. Ça va, vous me suivez bien? Alors, deux choses à voir. La première, c'est quand la personne, comment vous allez remarquer qu'il y a du trauma. Quand la personne vous verbalise ces lignes de temps, ces situations, ces éléments, à quel moment vous, pendant que vous accompagnez et que vous faites votre anamnèse, que vous êtes en train de poser les événements, à quel moment vous vous dites, là, il y a l'air d'y avoir du trauma, va falloir le traiter, donc peut-être soit une double dissociation, soit justement un travail de changement, parce que là, on dirait qu'il y a un truc qui est costaud. Quand elle se réassocie et qu'elle parle des choses au présent comme si elle y était encore. Exactement, c'est exactement ça. Si la personne vous verbalise la situation passée avec le temps présent, ça veut dire qu'elle est en train de se réassocier, ce qui est une preuve que l'hippocampe n'a pas rangé l'information comme étant dans la mémoire, comme étant appartenant au passé. La personne, elle le revit. Donc si la personne vous dit « Oui, donc j'avais 9 ans, donc je devais passer au tableau. » Et là, je passe au tableau et la prof, elle me dit ouais, mais t'as pas appris ta leçon, hein. Et là, les autres, ils se foutent tous de ma gueule. Et en fait, elle est en train d'en parler au présent et elle est en train de le revivre. Oh, trauma. Ok, c'est pas normal. Ça veut dire que le cerveau, il a pas classé l'affaire. Elle n'a pas été classée. Normalement, une ligne de temps, la personne vous parle de ça au passé. Elle va vous dire. Donc, si on sait que c'est pas du trauma. Mais peut-être il y a quand même quelque chose à travailler, une croyance limitante ou autre, mais la personne devrait dire « Ah, j'ai un événement douloureux, à 9 ans j'étais passé au tableau et la maîtresse s'était moquée de moi et toute la classe s'était moquée de moi, oh, je l'avais vraiment pas bien vécu ce truc. » On se dit « Ok, ça a quand même, c'est bon signe, ça veut dire qu'elle en parle au passé, ça a quand même été digéré. » Alors, subtilité, et ça va être le deuxième truc. Vous avez vu là quand j'en ai parlé au passé, mais j'avais quand même une petite association. C'est-à-dire je dis, ah c'était dur, hein, c'était dur. Ce qui veut dire que c'est sain, parce que ça veut dire que le cerveau se rappelle que c'était dur. Maintenant quand vous avez quelqu'un qui vous en parle au passé, et c'est pour ça que c'est vachement compliqué, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop associée, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop dissociée. C'est-à-dire que si la personne vous en parle au passé, à vous dire, oui, j'avais 9 ans. Bon, je me souviens, oui, je suis passé au tableau. Ils se sont foutus de ma gueule. Hein, c'est normal, donc voilà, ils se sont foutus de ma gueule. Voilà, c'était. Voilà, ils sont. Donc j'étais humilié. À ce moment-là, je pense, oui, j'ai dû vivre une humiliation. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous voyez, elle est complètement, quand elle en parle, j'arrive même pas à le faire parce que du coup, j'ai l'impression, je vous raconte un truc qui n'est même pas vrai pour moi, mais je me mets dans la peau de la personne, j'arrive pas à me dissocier trop. Mais une fois, alors c'était pas un de mes clients pour moi, c'était quelqu'un que j'ai qui était en cours justement, qui faisait de la psychopatho, et il amenait cet exemple d'un de ses clients, et une histoire horrible, en gros. Son père, il y avait de l'inceste et en plus son père amenait des amis à lui pour faire de l'inceste avec son propre gamin. Donc c'était horrible. Et il nous raconte que son client, on lui raconte ça, oui j'ai vécu ça, mon père il faisait venir des copains à lui.
complètement dissocié, mais c'est juste pas. Nous, quand on entend ça, et là on peut se dire, tiens, il y a un truc, c'est que nous-mêmes en l'entendant, ça peut nous heurter, vous voyez. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, mais ce qu'elle la personne me raconte, mais c'est hard, quoi. Et vous sentez que ça vient quand même vous heurter, et la personne, mais elle est complètement dissociée. Ben, ça aussi, ça veut dire que c'est du trauma, vous voyez. Parce qu'il y a une dissociation plus, quoi. Donc, c'est pas normal. Normalement, la personne elle devrait quand même être consciente que ce qu'elle a vécu, c'était douloureux quand même. Mais elle n'est pas obligée non plus de trop s'y réassocier. Oui. Est-ce que ça peut être aussi que la personne, dans son modèle du monde, parce que des fois, dans la famille, dans l'entourage, il y a cette façon de faire. Est-ce que la personne peut penser aussi que c'est normal entre guillemets, oui, ça peut. Alors, dans ces cas-là, si c'est de l'ordre du normal, la personne ne va pas en faire un trauma. Parce que du coup, le trauma, c'est ce qui n'est pas normal compte tenu de mon quotidien. Ce qui veut dire, par exemple, vous allez avoir effectivement des gens qui sont, j'en sais rien, des pompiers ou qui voient, ou des policiers, et ils voient peut-être de la violence régulièrement. Mais comme c'est quelque chose qui est tous les jours, pour le cerveau, ça fait partie du normal et du coup, ça ne crée pas un trauma. Alors peut-être qu'une personne, elle a vécu dans beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Et juste, par exemple, un jour, j'ai une cliente qui avait été traumatisée. Et quand on était dans sa ligne de temps et qu'on met à jour un événement quand elle était petite, les parents l'avaient laissée chez la grand-mère et ils avaient oublié en partant de lui dire on reviendra, ça va se passer. Juste, ils sont partis, ils ont oublié de dire au revoir. Et la petite fille, elle a cru que les parents partaient pour toujours en fait. Et en fait, ils sont revenus le lendemain. Enfin, pour de vrai, l'histoire, elle n'était pas traumatisante. Et bien si, pour cette personne-là, vu que dans son cadre de référence, il n'y avait que cette histoire, elle a construit toute sa vie autour de ça, avec un scénario d'abandon, une grande peur. Donc si on regarde du contenu, vous allez avoir des gens qui ont vécu un truc pas grave comme ça, mais qui ont une blessure d'abandon terrible dans leur vie, comme vous allez avoir des gens qui ont vraiment vécu un vrai abandon dans leur famille. Mais nous, quand on accompagne la personne, on n'est pas là pour juger, à dire « Ah oui, non mais elle va me parler d'un abandon avec sa mère, c'est bon quoi. Elle a plus le droit d'en parler, elle a été vraiment abandonnée. » Non, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est le cadre de référence de la personne, c'est compte tenu de son histoire. Vous voyez, vous pouvez avoir un enfant qui était très gâté dans sa vie, juste le parent il lui a confisqué un jouet, ben, c'était le drame de sa vie. Un jour, mon père, il m'a enlevé mon jouet, vous voyez. Et en fait, mais pour elle, dans sa vie, mais c'était ça qui était horrible en fait, dans son histoire, dans son cadre de référence. Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir des cadres de référence beaucoup plus durs, avec par exemple des gens, ils ont vécu dans une famille avec de la violence, c'était régulier, etc. Et en fait, eux, le truc qui les a traumatisés, bah, c'est un truc pour le coup, on va dire, mon Dieu, mais c'est très violent, quoi. Mais en fait, quand on va accompagner une personne, comme on travaille nous sur la réalité subjective de la personne, on va pas dire ça va être plus difficile de travailler avec quelqu'un qui a vécu des trucs horribles que quelqu'un qui a vécu des trucs visiblement pas très graves. Ça ne sera pas plus difficile pour l'un ou pour l'autre parce que chacun continue de son histoire et continue de son vécu. Et émotionnellement, les niveaux d'intensité, même un truc pas grave, ça aura été son cadre de référence, ça aura été vécu très fort aussi. Ça répond un peu à ta question? Oui. Donc voilà, donc surtout on ne fait pas à la personne, surtout si soi-même on a eu des trucs beaucoup plus compliqués, on ne dit pas à la personne « Oh ça va, franchement, c'est bon quoi, vous savez bien qu'il allait revenir votre père, hein, c'est bon quoi ». Non mais ça on ne va pas le compter comme un trauma, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, vous étiez un peu capricieux. Hein. Donc vous allez poser les événements, vous êtes vigilant pendant que la personne pose les événements, donc vous les notez. Vous dites, tiens, est-ce qu'elle serait associée? Est-ce qu'elle est trop dissociée? Et surtout, ce que vous allez faire, c'est qu'il ne faut pas juste du contenu. Il faut nous dire, par exemple, donc la personne nous dit, mes parents, ils m'ont laissé chez ma grand-mère, et puis ils sont partis, et à ce moment-là, j'ai eu une tristesse terrible, etc. Donc, vous allez écrire l'événement 1988, la grand-mère, les parents partent, laissent chez la grand-mère. C'est le contenu de l'événement.
Mais ça ne suffit pas. Vous allez creuser. Et qu'est-ce que tu as cru à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu étais triste? Parce que j'ai cru que mes parents m'abandonnaient. Ah, ok. Et donc là, ce que vous notez, vous, c'est la croyance, parce que c'est pas juste de mettre des événements quand on fait une anamnèse, c'est d'aller mettre des événements et d'aller demander à la personne, et du coup, qu'est-ce que tu en as conclu? Que mes parents m'abandonnaient. Et pour quelle raison t'aurait-il abandonné? Je ne sais pas, mais pour cette petite fille que tu étais, ben parce que juste le matin, j'avais pris le jouet de mon frère et ma maman m'avait disputé, et j'ai pensé qu'on m'abandonnait parce que j'étais une mauvaise fille, ou j'étais une mauvaise personne. Ok, comment la personne, comment l'enfant va retrouver, comment l'enfant, il a construit son type de croyance, etc., etc., etc. Ce qui vous permettra, quand vous aurez vraiment votre ligne de temps avec les événements, de vous dire, bah tiens, dans mon plan d'intervention, je vais utiliser un des protocoles de la PNL qui sont des protocoles de la ligne de temps, donc squash, changement d'histoire, réempreinte ou destructeur de décision. Mais quand vous allez faire le protocole de la PNL, toute la première partie du protocole où il est écrit, vous mettez un ancrage, vous faites reculer et ensuite vous tombez sur l'événement, vous n'aurez pas besoin de faire cette partie. À l'avance, vous vous direz, ah mais là c'était un changement d'histoire qu'il fallait faire. Ou là non, les parents ils auraient dû lui expliquer à la petite fille qu'ils allaient revenir, ils auraient dû la rassurer, ils n'ont pas eu la ressource, donc c'est une réempreinte, puisque du coup elle a pris la croyance qu'elle était mauvaise et que c'est pour ça que les parents l'abandonnaient. Donc vous savez d'avance quel protocole vous allez faire. Et quand vous allez et tout de suite, vous direz à la personne, ok, on va aller, et vous rentrerez dans la partie pratique du protocole d'office, parce que avant, vous aurez fait une bonne ligne de temps. Et moi, c'est pour ça que je préfère faire comme ça, parce que du coup, avant, moi, dans la manière dont je faisais la PNL, c'est qu'on faisait, par exemple, genre on disait, on va faire un changement d'histoire, on faisait régresser, et des fois, j'avais des stagiaires, ils tombaient sur un truc, on disait, ah mais non, mais il faut un changement d'histoire, mais pour de vrai, c'est une empreinte qu'il faudrait. Pour de vrai, il faudrait un destructeur de décision. Alors on y allait un peu au forcing quand même, mais ça ne marchait pas vraiment. L'avantage de faire le truc comme ça en début de semaine, c'est que vous allez poser votre ligne de temps, dissocier, méta, vous commencez à poser les choses, et du coup ça nous permet de dire, ok, sur quoi on se lance cette semaine avec des barrières de sécurité, se dire tel événement, vous vous sentez apte à le travailler, ou vous dites non, c'est trop compliqué, là on est en cours, j'ai pas envie de parler de ce truc, ça va être trop intense émotionnel, parce qu'on est aussi en formation, on n'est pas non plus en thérapie. Ou vous dites là c'est bon, je me sens à y aller, et je sais qu'à cet endroit on va faire, voilà, je ferai un squash ici, je ferai une réempreinte, ça permettra de définir les sujets à l'avance, comme ça dès qu'on, cette semaine on se lance dans les protocoles, vous êtes en sécurité, on sait que vous êtes apte à pouvoir y aller, que c'est ok pour vous, que vous savez d'avance quels sont les types de protocoles que vous allez pouvoir faire, et du coup on passe une semaine super dans l'écologie quoi. Ça va? Et là, quand on accompagne quelqu'un, à quel moment on dit tiens on fait une anamnèse et on va regarder ce qui s'est passé dans ce... Sur un score, sur un accompagnement, donc l'idée c'est déjà d'avoir bien 3 contextes avec l'état présent. Donc tu as bien défini, tu as bien compris le pattern, tu as bien compris les croyances. Quand tu vas dans les causes, c'est vraiment les origines perdues dans le métamodèle. Et d'où ça vient d'avoir ce type de croyance-là, ou cette réaction émotionnelle que vous avez tout le temps. D'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et tu peux, quand tu dis d'où ça vient, tu peux, la personne dans un score, elle peut te le dire l'événement. Donc elle, tu fais le score, et puis en fait, toi, pendant que tu donnes les infos, tu commences à dire ok, en fait c'était à cet endroit. Après, plus tard, donc là parce que vous êtes en maître prac, donc vous faites des scores d'1h30, mais après quand vous serez vraiment coach et que vous serez dans un processus de coaching, dans votre score il sera réparti sur plusieurs séances, et vous aurez une séance où vraiment, compte tenu de ce que vous avez bien identifié dans l'état présent sur les croyances, les patterns limitants, vous pourrez faire une vraie anamnèse sur une séance d'1 heure. Et vous pourrez vraiment faire une vraie anamnèse. Et dans les objectifs, quand la personne elle pose l'état désiré, compte tenu de ce qu'elle a identifié sur sa ligne de temps et ce qu'elle sait, ce sur quoi elle va travailler, c'est votre client qui va vous dire « Moi, je voudrais travailler là-dessus dans mon état désiré ». Ça vous évite de vous mettre en sauveur, de décider à la place de votre client ce sur quoi il doit travailler. Votre client, vous l'avez rendu conscient de face à sa problématique, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il a vécu. Et vous lui dites à votre client « Mais moi, j'ai les outils ». Mais votre client vous dit, bah moi là c'est là-dessus, j'aimerais bien réparer ça. Ok, ça devient l'état désiré, ça devient l'objectif.
Donc là, dans votre score, vous allez juste poser des questions de métamodèle, d'où ça vient, vous aurez de l'info. Mais plus tard, quand vous serez en coach, il y aura vraiment une séance en entier où vous pourrez refaire une anamnèse. Et là, dans tous les cas, vous allez apprendre à faire l'anamnèse. Ça va, ouais, Karine? Quel est l'impact si on n'arrive pas à avoir l'événement vraiment premier? Parce qu'il peut y avoir des événements où l'enfant ne se souvient pas, quoi. Tout à fait. Alors, merci de poser cette question. Donc, effectivement, peut-être que ce n'est pas l'événement premier et que la personne ne s'en souvient pas, et peut-être que c'est le deuxième ou troisième événement. C'est pas grave parce que comme c'est la même structure en termes de construction de croyances, etc., et que souvent la personne, de toute façon, au niveau de son système de croyances, elle a validé son modèle du monde par la répétition des expériences où elle les a refiltrées de la même manière, bon, c'est pas grave. Finalement, on n'est peut-être pas obligé d'avoir l'événement vraiment racine-racine. Autre chose, dans les réempreintes, des fois, c'est pas juste un événement, une réempreinte, c'est quand c'est le parent qui a du coup donné une croyance à son enfant. Moi, j'ai beaucoup de sujets comme ça avec des clients où, en fait, c'était pas un événement précis, c'était le parent. Dans l'éducation de manière très généralisée, par exemple, il s'occupait, je dis n'importe quoi, il donnait beaucoup d'attention au grand frère, et puis la petite sœur qui arrivait après, on s'en foutait un peu. Et il n'y a pas un événement précis, mais c'était la relation qui était comme ça. Ben, c'est pas grave, ça peut faire une empreinte sur une période, pas juste sur un événement, tu vois. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment utile de faire la ligne de temps où effectivement la question, d'où est-ce que ça vient, et puis hop, là, la personne, elle se souvient d'un événement. Et... Vous pouvez faire ça. D'où ça vient, vous avez un événement. Après, ça dépend le niveau d'accompagnement que vous voulez faire. Si vous voulez faire un accompagnement très profond, moi, je sais qu'en coaching, je fais vraiment une ligne de temps. Alors, coaching qui frôle avec la thérapie, parce que normalement, un coaching, c'est plutôt orienté futur. Mais bon, là, on a de la PNL, donc on va s'en servir quand même. Et là, l'intérêt pour vous de faire bien la ligne de temps, c'est de pouvoir poser les différents protocoles qu'on va faire dans la semaine aussi. Oui. Mais sinon, là, dans votre score, comme vous avez qu'1 heure et demie, vous prendrez un événement, c'est bon, et puis vous dites cet événement, vous questionnez un peu comment c'est construit. Vous ne faites pas toute une ligne de temps, effectivement, t'en prends un, et puis ça passe. Attends, il y avait un deuxième truc que tu me demandais, je voulais te dire. Redis-moi ta question, parce que j'avais une deuxième info qui travaille. La toute première? Ouais. C'était si en fait on ne prend pas l'événement originel parce que l'enfant ne s'en souvient pas, ou c'était peut-être, je sais pas. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Donc effectivement, donc, tu peux prendre un autre événement, c'est pas grave. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est quand une personne elle est clivée. En fait, il faut savoir que c'est la relation. Alors là, c'est dans le cadre de la thérapie. Dans la relation de thérapie, parce que dans le rapport, il y a tellement de sécurité que l'inconscient, petit à petit, va vouloir se lâcher progressivement les mécanismes de défense, ce qui fait qu'à un moment donné, une personne va dire ah bah tiens, m'est revenu en mémoire telle situation, etc. Et là, elle m'en parle. Alors, autre chose importante, c'est les souvenirs induits. Il faut savoir qu'on reconstruit notre histoire de toute façon. Ça veut dire qu'en fait, des fois, ce que la personne vous dit sur sa ligne de temps, et c'est pour ça que tout à l'heure, Mickaël, tu disais mais est-ce que ça serait pas bien d'en parler aux vrais parents dans la réalité et tout. Et moi, je suis pas forcément pour, parce que des fois, c'est complètement faux ce qu'on a cru de notre passé. C'est-à-dire que soi-même, des fois, on reconstruit nos souvenirs. On est persuadé que notre père nous avait dit ça, ou notre mère, etc. Mais des fois, c'est des souvenirs qui sont complètement reconstruits et qui ne sont pas du tout la réalité. C'est-à-dire que si on demandait aux parents, ça se trouve, le parent il dirait mais jamais de la vie je t'ai dit ça, mais d'où t'as sorti ça? Mais peut-être qu'il s'est passé un truc qui ressemblait et que l'enfant, grandissant, la personne, elle a reconstruit son souvenir et qu'elle croit que... Donc, c'est pas la réalité qui nous intéresse, c'est de toute façon... Qu'est-ce que la personne, elle croit à propos de sa réalité? Parce que la personne peut vraiment s'induire elle-même des souvenirs qui sont complètement faux, voire, et après, donc c'est pour ça qu'on ne demande pas à la personne d'aller réparer avec les vrais gens aujourd'hui ses soucis, parce qu'en fait, elle va les réparer, mais les gens en face, ils vont halluciner, quoi, parce que des fois, c'est complètement reconstruit. Et il y a eu des séries de procès comme ça aux États-Unis, de gens qui avaient accusé justement, qui avaient fait des thérapies et qui avaient des souvenirs induits, ils étaient persuadés d'avoir été violés par l'oncle ou je sais pas qui, etc. Et il y a eu des gars qui se sont retrouvés en prison
Et en fait, alors je ne sais plus comment, mais bref, il y a eu des preuves qui ont été démontrées par de l'ADN ou j'en sais rien quoi. En fait, ils ont été innocentés et ils ont vu qu'il y avait eu des gens qui avaient été mis en prison sur des trucs qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie, mais parce qu'en thérapie, la personne, elle avait reconstruit ses souvenirs et qu'elle avait imaginé des incestes ou des trucs comme ça. Et donc, suite à ça, aux États-Unis, ils ont fait une loi de dire que justement, tous les souvenirs qui sont dans la thérapie ne font pas office de preuves comme étant des preuves réelles, quoi, puisque la personne peut reconstruire ses souvenirs, quoi. Et sur Netflix, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais vous avez un épisode, je crois que c'est le cerveau, ça y est, le cerveau en bref, et il parle de la mémoire. Vous avez des petits épisodes sur le cerveau, je crois que c'est dans la saison 1, et vous avez un épisode sur la mémoire. Et il montrait par exemple sur le 11 septembre, il y avait des gens qui étaient enfants à cette époque-là et ils disaient ah mais moi je me rappelle, oui j'étais à l'école, il y avait la fumée qui passait devant la fenêtre et tout. Et en fait c'était juste impossible, la personne elle avait complètement reconstruit entre des images qu'elle avait vues à la télé. Parce que pour de vrai, quand on retournait dans les lieux, il y avait un mur, en fait, il y avait un bâtiment, donc la personne n'avait pas pu voir la fumée. Puis pour de vrai, la fumée, le vent, il était dans cette direction, elle passait de ce côté, elle ne pouvait pas passer de ce côté. Enfin, la personne, elle avait reconstruit entre des images qu'elle avait vues à la télé et qu'elle avait appris ça quand elle était petite à l'école et ce qu'elle avait vu à travers la fenêtre et tout. Enfin, on reconstruit beaucoup notre passé. Et donc, comme le dit Milton Erickson, et la PNL s'inspire beaucoup de Milton Erickson, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Ça veut dire que, comme de toute façon on reconstruit beaucoup de choses, tous les protocoles de PNL et les techniques vont nous permettre d'aller aller de la réparation et de la reconstruction beaucoup plus aidante par rapport à notre histoire. Ça va ?